Il vient de remporter l'édition 2024 chez les masculins en 9h, 10 minutes et 52 secondes face à une concurrence particulièrement relevée cette année. Salut Mathieu, as-tu pu bien te reposer après cette victoire ou tu as profité de ton passage à Annecy pour célébrer, fêter ce beau succès? Parce que je crois savoir que chez Iron, qui est aussi ton partenaire, parce que tu es ambassadeur Iron, il y avait une petite soirée de prévue hier soir. Oui, exactement. Ils avaient prévu la petite soirée pour récupérer et enfin boire ma petite bière parce que je n'en avais pas bu depuis plus d'1 mois avant la course. J'avais été assez sérieux. Après, j'ai pas énormément récupéré parce que je t'avouerai qu'on a quand même mal aux jambes la nuit qui suit dans le lit. Donc voilà, ça viendra dans la semaine qui viendra, mais tout va bien, je suis sur mon petit nuage ce matin. Ouais, on était avec Camille tout à l'heure qui nous expliquait que justement elle a dormi toujours très très mal après une course. C'est plutôt, j'imagine, dans les jours qui suivent où là tu vas être très vigilant à ta récupération parce que c'est là où tout se joue. Oui, exactement, c'est un petit peu comme la nuit qui précède la course où on dort pas très bien parce qu'on est un petit peu stressé avant la course. La nuit qui suit, on dort pas très bien parce qu'on a mal aux jambes. Mais comme pour préparer une course, l'important c'est de préparer... d'accumuler le sommeil la semaine qui précède la course. Et pour la récupération, c'est pareil, c'est plutôt dans la semaine qui va suivre où on va récupérer petit à petit une fois que le corps aura récupéré. Alors, cette victoire à la Maxi Race, elle est aussi symbolique puisqu'on sait que tu as traversé une année pleine de défis sur l'année 2023. Émotionnellement, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette victoire après tout ce que tu as pu endurer ces derniers temps? Ouais, c'était une victoire qui m'a vraiment marqué hier. J'ai eu beaucoup d'émotions sur cette ligne d'arrivée. Dans les heures qui ont suivi, j'avais ma petite gorge serrée. Mais ça marque beaucoup de travail et un retour après une année 2023 mouvementée que je qualifierais de transitoire où j'ai décidé officiellement de devenir coureur professionnel. C'est-à-dire que j'ai arrêté mon emploi conventionnel en 2023 pour me dédier 100% au sport. J'ai aussi... quitter le Canada où j'avais vécu depuis plus de 10 ans pour m'installer dans les Alpes françaises. Voilà, ça a été beaucoup de changements. Alors ça impacte sur les émotions, ça impacte sur le mental. Et cette année, je suis un petit peu plus posé. J'ai expérimenté des nouvelles méthodes de m'entraîner, de réduire ma charge. Et je voulais savoir si finalement tout ce que j'avais mis en place, ça avait fonctionné ou pas. Et finalement, alors ça explique pas tout, mais cette victoire est déjà un élément qui me dit que je suis sur la bonne voie pour continuer à faire, optimiser mon potentiel comme j'aime le dire. C'est une victoire qui fait du bien et on a vu aussi l'émotion sur ton visage, aussi toute ton équipe, tu étais très soutenu tout au long du parcours. Et voilà, on a vu que elle avait une saveur particulière, elle faisait plaisir. C'était la course, je t'avoue que j'appelle ça la course de la famille. Pourquoi ? Parce que déjà ma famille était là, mes parents, frères et sœurs, mais aussi tu l'as dit, mes partenaires principaux étaient là, étaient partenaires de la course. On parle de Iron, on parle de Salomon aussi. Il y avait énormément d'engouement autour de la course avec des personnes qui me sont proches à la fois dans mon cercle restreint, mais un peu plus global. Et c'était un petit peu la course à la maison. Et on est à la maison, il y a moins de stress que sur l'UTMB, on est moins loin que sur une Western States, donc c'est vrai qu'il y a sa famille, il y a ses proches et on en profite peut-être comparément à d'autres courses. Alors, c'est vrai, tu nous l'as dit, l'année 2023 a été assez compliquée et toi, il y a une particularité chez toi, c'est vrai que tu t'es lancé sur l'ultra-distance et très vite tu as été performant, tu as certainement des aptitudes, des qualités qui t'ont permis très vite d'être extrêmement compétitif. Mais c'est vrai qu'une carrière dans le haut niveau, elle n'est pas linéaire. On a tendance à s'imaginer qu'une carrière, c'est comme ça, tu vois, c'est une ligne qui fait que monter. Alors que non, une carrière, on va avoir des blessures, on va tomber, on va avoir des moments de moins bien, on va redescendre. Une carrière sportive, c'est comme une vie, c'est jamais tout droit. Et c'est vrai que le spectateur, les médias, des fois, on interprète peut-être un petit peu trop vite une contre-performance, ce genre de choses qui font finalement partie du processus et qui sont normales. En fait, est-ce que vraiment c'était une année compliquée ou c'était juste la suite logique d'une carrière ? Oui, c'est la suite logique d'une carrière parce que on expérimente aussi en tant qu'athlète, surtout dans le trail et l'ultra trail. On est encore dans un sport que je qualifierais en développement, contrairement à d'autres sports qui sont déjà aujourd'hui très cadrés, où on est pris par la main assez tôt et géré par toutes des équipes autour de nous. Dans le trail, on est encore tout de même assez libre de la manière dont on va organiser notre préparation, notre année. Et je crois que ce qui fait les vrais champions et championnes qui vont durer dans le temps, c'est aussi cette capacité de rebond face aux échecs, face aux détracteurs, face à tous ces éléments négatifs qu'on peut avoir autour de nous et dont on n'est pas encore super protégé dans notre sport. Et donc moi je suis encore dans cette découverte de tout ça et ça fait partie
de notre sport. Il ne faut pas uniquement performer le jour J, c'est dans notre quotidien tous les jours, c'est savoir aussi tenir la barre au milieu des tempêtes. C'est vrai que tu évolues dans les sports de montagne finalement, qui sont quand même des sports, je ne vais pas dire conservateurs, mais avec une culture très codifiée aussi. Et voilà, quand on dénote un peu, quand on ne veut pas se soumettre finalement à ces codes et qu'on veut évoluer comme on a envie d'évoluer avec sa personnalité, avec ses atouts, ça peut déranger. Et récemment, tu as été la cible, justement, tu en parles un petit peu, de harcèlement sur les réseaux sociaux. Toi, mais aussi Alix, tous les deux, vous avez subi ça, avec des attaques quand même très très violentes. Même ça, de certains, il y a les gens, mais il y a aussi certains médias suisses, pour le coup, qui n'ont pas été très très tendres avec vous. Comment est-ce que tu as fait, justement, pour garder un peu la tête hors de l'eau, pour surmonter ces moments difficiles quand tu as autant de messages comme ça, de retours négatifs qui te tombent dessus un peu du jour au lendemain, et qui sont en plus totalement injustifiés. En plus, quand ça touche aussi Alix, parce que encore quand c'est nous, c'est une chose, mais quand ça touche des gens proches de nous, c'est encore plus dur. Comment tu as fait pour surmonter tout ça ? C'est une très bonne question. Écoute, je dirais que j'avais déjà un petit peu été en quelque sorte vacciné avec le monde du trail, qui est aussi, il y a encore quelques années en arrière, un petit peu conservateur. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce mode c'était mieux avant. Je l'avais aussi découvert en entreprise, tu vois. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup l'innovation. D'ailleurs, j'avais fait une année d'études en management de l'innovation. Et c'est vrai qu'en entreprise, quand tu arrives et que tu proposes des manières de travailler, des nouveaux outils ultra innovants, tu as quand même beaucoup de réticences du c'était mieux avant. Bon, mais ça existe dans le sport aussi. Moi, je suis quelqu'un qui... d'entrée de jeu, j'ai pas trop voulu suivre les codes de ce sport, mais dans plusieurs domaines, y compris l'entraînement. Les méthodes d'entraînement, j'ai énormément expérimenté, j'expérimente encore aujourd'hui. Mais j'ai aussi eu à cœur très vite d'avoir une vision un petit peu entrepreneuriale de mon sport, prendre ma carrière en main et essayer de devenir professionnel. Et j'ai très vite compris que pour devenir professionnel, il ne fallait pas être seulement performant. On pouvait aussi trouver d'autres manières de l'être en communiquant, en racontant des histoires, en faisant du contenu. Et ça demande énormément de travail. Donc c'est sûr qu'on voit la partie immergée de l'iceberg et qui va être les articles de médias et les ressources qu'on va trouver sur les réseaux sociaux. Mais derrière, ça demande un travail énorme et c'est un réel travail entrepreneurial. Il y en a beaucoup qui ne le voient pas, et puis que finalement... vont dire mais qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi faire différemment, pourquoi communiquer autant, pourquoi faire autant de projets autour de ce sport, pourquoi ne pas rester simple et seulement courir. Chacun a un petit peu sa vision des choses. Et moi aujourd'hui, j'aimerais que des jeunes aussi s'inspirent et se disent ne se disent pas je vais être coincé parce qu'il va me falloir uniquement un équipementier de trail pour pouvoir devenir professionnel. Non, aujourd'hui je pense qu'on peut devenir professionnel de ce sport sans avoir d'équipementier principal. En voyant un petit peu le métier sous un prisme qui n'est pas uniquement celui de la performance. Maintenant, j'ai découvert l'hiver dernier le monde du ski alpinisme, donc je dirais que peut-être le ski c'est encore un autre level là. On est aussi sur après ça se comprend aussi, on est sur des zones assez reculées en montagne où la nature est ultra préservée, où peut-être on ne veut pas forcément qu'il y ait de l'afflux sur ces belles pentes de neige l'hiver. Donc il y a quand même encore une culture assez conservatrice que je respecte énormément, mais qui n'est pas forcément prête à avoir beaucoup de communication autour de ce sport. Ce que j'ai fait, alors pas non plus de manière drastique, mais j'ai voulu raconter aussi l'envers du décor comme j'ai toujours fait dans le trail. Il y en a à qui ça n'a pas beaucoup plu. Maintenant, ça reste une minorité. C'est toujours... pas agréable, comme tu l'as dit, de recevoir des messages de haine et de négativité autour de ça, parce qu'au final, tout ce qu'on voulait faire, c'était partager des belles images de la nature et puis des belles émotions. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que de toute façon, il faut casser les codes pour faire évoluer les choses. Parce que si un sport ne change pas, n'évolue pas, c'est comme une langue. Si la langue n'évolue pas avec son temps, ça devient une langue morte. Et on le sait, tu faisais un parallèle avec l'entrepreneuriat, mais c'est très intéressant parce que Steve Jobs n'était pas informaticien. Pourtant, il a créé la plus grande boîte d'informatique. Et justement, parce qu'il venait d'autre chose, il a apporté du design, il a apporté l'émotion à des choses où il n'y avait pas. Walt Disney aussi était un très mauvais dessinateur. C'était quelqu'un vraiment on lui prédestinait des Mickey quand il allait sur des séances de dédicaces parce qu'il
il n'arrive même plus à les faire. Donc, mais il a apporté autre chose. Et justement, les gens comme toi qui ne respectent pas les codes, toi, il y en a d'autres aussi, et dans tous les sports, vous permettez aussi à cette discipline d'évoluer. Et on voit aussi que c'est pour ça. Évidemment qu'il faut respecter la distance où on est. Évidemment qu'il faut avoir du respect pour l'histoire. Et voilà, et ça c'est évident. C'est pas poussez-vous, j'arrive. Mais on a le droit aussi d'arriver avec sa personnalité et de pas quand les codes deviennent une dictature, en fait, on a le droit de pas respecter ça. Est-ce que justement, tu as suivi peut-être une préparation mentale ou des conseils avec d'autres athlètes qui avaient pu subir ces vagues d'harcèlement? Parce que psychologiquement, c'est quand même très très dur. Est-ce que tu t'es fait accompagner? Alors, je me suis pas fait accompagner. Je te dirais que tu disais que j'ai pu progresser assez vite dans ce sport. Je crois que la force mentale est un de mes atouts, et puis je sais m'en servir encore aujourd'hui. Tu as aussi évoqué des grands entrepreneurs comme Steve Jobs ou d'autres qui m'ont énormément inspiré dans ma vie. J'ai lu toute leur bio et je sais ce que c'est que de casser un petit peu les codes et de subir des tempêtes. Et on devient, la force mentale, elle se travaille sur une course, mais elle se travaille aussi dans le lien social au quotidien et ce qu'on va recevoir. Et puis j'ai su prendre du recul, et puis finalement quand on prend vraiment du recul et qu'on voit que finalement tout ce qu'on fait c'est bienveillant et c'est avec passion, on va pas se morfondre sur notre sort, on va pas s'en vouloir, et puis on va surtout être triste pour les gens qui ressentent peut-être de la frustration, de la jalousie ou de la tristesse par rapport à certaines personnes qui réussissent ou qui souhaitent tout simplement un petit peu faire évoluer leur sport. Alors, tu as répondu de la plus belle des manières, puisque ce week-end, tu as décroché cette première place à la Maxi Race, donc c'est une grande classique du circuit. Alors, on nous avait parlé d'un duel, on attendait un duel entre toi et Aurélien Dunant-Palace. Finalement, ce face-à-face, il n'a pas eu lieu. Aurélien a plutôt opté pour une stratégie assez prudente en début de course. On sait, on dit souvent que la course a commencé un petit peu plus tard, et c'est peut-être dit. Alors, j'ai pas réussi à lui parler à la fin de course, mais c'est vrai qu'avec de la densité, il a peut-être envisagé que ça allait partir très très fort. Et en plus, il est habitué, lui, à partir très très fort aussi. Donc, il a peut-être voulu changer de stratégie finalement. Il n'a pas réussi en tout cas à te mettre en difficulté. Cependant, on a quand même eu le droit à un duel avec Thibaut Garivier, qui t'a donné quand même pas mal de fil à retordre, en maintenant une forte pression sur toi, un pressing, comme on dit dans le milieu du vélo et de la course sur route, un pressing très fort tout au long de la course. Est-ce que tu as été surpris de voir Thibaut aussi performant, surtout qu'il avait annoncé quelques jours avant le départ de la course qu'il n'était pas à 100% de sa forme à cause de contraintes professionnelles, personnelles. Tu t'attendais à ce duel épique ? Alors effectivement, au vu de ce qu'on avait un petit peu pu voir avant, je m'attendais à voir un petit peu plus Aurélien et Baptiste au fight devant. Bon, ils n'étaient pas très loin derrière, toujours à l'affût et très proches de cette bataille. Thibaut a effectivement annoncé qu'il n'était peut-être pas dans sa charge mentale la plus adaptée à cette course, mais finalement il était présent. Et oui, ça a été vraiment un gros combat. Je poussais très très fort tout le temps. Il n'y a pas eu de moment de répit dans les montées, à plat, en descente. Puis à chaque fois, je me disais, bon, j'ai hâte d'arriver à un ravitaillement pour voir, avec tout ce que je viens de mettre, combien j'ai réussi à lui grappiller de minutes. Puis finalement, j'en grappillais pas beaucoup. Et même qu'au ravitaillement de Montmain, le petit village de Montmain, on m'avait annoncé que j'avais à peu près 5 minutes d'avance. Et au Roc de l'Ancrenat, moins de 10 km plus tard, il les avait repris alors que j'ai pas lâché l'effort. Il m'a vraiment impressionné, très très costaud. Voilà, et puis c'est ce qui fait la course aussi. Ça a été agréable de mener une bataille lorsqu'il m'a rejoint. Et là, rendu à 70 km à peu près au ravitaillement de Menton, ça se passe dans la tête parce qu'on n'a plus assez d'énergie pour mettre des attaques franches. On va mettre des petites attaques, mais c'est qui va être capable au niveau mental de tenir. Et puis là, il y avait deux gros mentales. Thibaut, il est très connu pour ça, il lâche rien. C'est vraiment un guerrier. Un grand compétiteur. C'est un grand compétiteur, il est très très solide. Et puis moi, j'ai envie de le féliciter parce qu'à côté de ça, il a un métier qui est vraiment très très prenant, qui lui prend beaucoup d'heures, et il réussit tout de même à avoir des niveaux de performance exceptionnels. Donc c'est vraiment un grand athlète. Maintenant, voilà, c'est la course, dernière montée, peut-être qu'il a un peu payé le retour un peu en force qu'il a fait pour revenir sur Menton, je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est la course, c'était lui, c'était moi hier, enfin sur la maxi, puis ça sera lui une prochaine fois. Ce risque, il fallait le prendre de toute façon, sinon il a été un peu victime de sa propre attaque, mais il fallait prendre ce risque parce que sinon bien sûr, il n'aurait pas. Voilà. C'est ça la compétition et c'est ce qu'il faut faire. Moi, je vois
Je vois vraiment la compétition avec des athlètes non pas comme une bataille pour se détruire, mais plutôt comme une bataille pour s'élever. Et on n'arrive jamais à se pousser autant que quand on est avec quelqu'un en compétition, parce que vraiment on s'élève les uns par rapport aux autres. Alors on parle de la magie du dossard, mais on parle aussi de la magie de l'adversaire, et grâce à eux on peut s'élever, c'est ça qui est beau. De toute façon, c'est souvent maintenant on aime bien un peu analyser les performances, les comparer, les performances des femmes, les performances des hommes. Souvent on dit les distances parce qu'on est plus performant. Il y a une donnée, c'est que plus il y a de densité, plus le niveau de performance il est fort et plus les athlètes donnent le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, donc les distances, tout ça, c'est un peu du bullshit. Non, si vous voulez des performances, mettez de la compétitivité, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à s'élever les uns des autres. Et la compétition, elle peut être malsaine, quelquefois elle l'est, c'est vrai, certaines personnes, mais pour bien connaître le monde du sport, pour être né dedans et y travailler, dans la plus grande majorité des cas, il y a énormément de respect. Il peut y avoir des petits tacles avant, voilà, parce qu'on joue aussi, c'est bien le trash talk ici, ça fait partie du spectacle. C'est un jeu. Mais à l'arrivée, on se prend dans les bras et puis il n'y a que cette gratitude parce qu'on partage des émotions ensemble. Et tout ça, toute la rivalité s'efface. Et puis on se remercie parce que c'est grâce à eux, grâce aux autres, qu'on peut faire de telles performances. Moi, je suis convaincu que si je refais la Maxi Race tout seul, sans concurrence, je ne fais pas ça en 9h10, je te fais ça en 10, 11 ou 12 heures peut-être. C'est très mental aussi. Et on pourrait parler de l'UTMB avec Kylian Jornet et les moins de 20 heures. Ça, il n'y a pas très bon exemple. S'il n'y a pas Kylian, il n'y a pas tous les deux, en tout cas, c'est battu entre vous deux. Alors justement, Thibaut, il a évoqué l'augmentation significative de la performance dans le trail et l'ultra trail. Voilà, c'est vrai que depuis quelques années, il y a une explosion de la densité. Selon lui, c'est de plus en plus difficile de s'entraîner sans être professionnel. Et aujourd'hui, si on veut il faut être athlète à plein temps si on veut espérer être dans le top niveau mondial. Est-ce que tu partages son analyse ? Alors, j'ai eu aussi, tout comme Thibaut, une vie de bureau assez chargée dans mes premières années d'ultra trail. Ça ne m'a pas empêché de tout de même réaliser quelques belles performances. Mais ça, c'était il y a 5 ans en arrière, 3, 4, 5 ans en arrière. Et c'est vrai qu'il y a eu un boom assez flagrant dans les derniers mois, dernières années. Pourquoi ? Parce que des athlètes ont commencé, ce qui est assez récent, à arrêter toute activité autre que celle de courir. Et donc, quand ça se professionnalise, ça s'entoure de spécialistes, ça récupère beaucoup plus. Et effectivement, je pense que c'est une des clés qui fait que le niveau augmente drastiquement. Et aujourd'hui, si on veut rejoindre ou atteindre ces niveaux de performance-là, je suis d'accord qu'il va falloir vivre de ça à 100%, parce que sinon on ne pourra pas suivre le TGV qui est parti là. Ouais, surtout sur Ultra, hein, où évidemment il y a tellement de choses qui rentrent en compte, vous devez tellement être performant sur tout. Puis aujourd'hui, il y a voilà, mais c'est un peu comme sur Ironman, quoi. Tu vois, moi je fais le même parallèle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les meilleurs sur le vélo, c'est les meilleurs en natation et c'est les meilleurs en course à pied. On peut plus se permettre aujourd'hui d'être très bon en descente, très bon en montée, un peu moins bien sur le plat. Non, aujourd'hui c'est les meilleurs dans tout qui performent et ça ne cessera que d'augmenter et d'aller dans cette direction-là sur Ultra. Alors en parlant d'entraînement justement, tu as choisi cette année de travailler avec un entraîneur, Adrien Séguré. Jusqu'à présent, tu avais plutôt l'habitude de t'entraîner seul en concevant toi-même tes propres plans d'entraînement. Pourquoi ce changement de stratégie, Mathieu ? Alors effectivement, je me suis toujours entraîné seul. Alors je ne l'ai pas fait totalement à l'arrache. Je suis quand même quelqu'un qui aime étudier, lire, rencontrer des experts, discuter. Donc voilà, j'avais fait ma petite popote, ma petite recette qui m'avait permis de comprendre ce qu'est l'entraînement, la programmation. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a quand même quelques curseurs sur lesquels on peut jouer. Maintenant, il y a un curseur sur lequel on ne peut pas jouer quand on s'auto-entraîne, c'est la charge que ça prend pour écrire les programmes d'entraînement en fonction de l'objectif, mais aussi pour analyser a posteriori ce qu'on a fait. Et c'est vrai que j'avais remarqué que parfois, je me levais le matin, je savais qu'il fallait que je modifie un petit peu mon entraînement que j'avais prévu, et je ne savais pas trop comment le modifier. Et ça me créait de la charge en fait, dans ma tête. Vu que je réfléchissais pendant 1 heure avant de partir, ça crée une charge. Et quand je revenais à la maison, des fois je me disais j'aurais peut-être pu faire 1 heure de plus, ou peut-être faire 3 séries de plus sur les fractionnés, et c'est de la charge aussi. Donc voilà, j'ai essayé encore dans un but d'expérimentation de voir différemment. Et oui, je me suis fait accompagner par Adrien cette année. Depuis janvier, on a commencé ensemble. Alors c'est vrai qu'au niveau des entraînements, globalement, c'est à peu près ce que je faisais avant. Il ne faut pas croire que quand on prend un coach, il va y avoir quelque chose de miracle, de magique qui va arriver. Non, c'est très sensé, c'est de la programmation d'entraînement, c'est de la progression, c'est des semaines de surcompensation, c'est des semaines d'affûtage, c'est des intervalles, c'est des calculs de volume, c'est du feedback.
Et voilà, sauf que quand c'est une tierce personne qui le fait, on n'a plus à y penser et c'est ça la grande différence. Alors c'est vrai qu'il y a, j'imagine, dans nos auditeurs et auditrices, beaucoup de personnes qui s'entraînent aussi en solo parce que c'est le cas de la plupart des gens en fait. Hein. Voilà, ils vont piocher un peu, ils vont regarder les plans, ils vont prendre un peu à droite à gauche et puis ils font un peu eux-mêmes. Mais c'est vrai que moi, pour avoir, j'étais en club d'athlétisme, je vois un peu le parcours fédéral et c'est vrai que je me suis entraîné un peu tout seul, j'ai voulu aussi un peu essayer parce que je me suis dit finalement, bon c'est bon, je connais l'entraînement, je baigne dedans, mais tu as tendance quand même à te mettre tout le temps les séances qui t'arrangent le plus. Tu vois, tu vas jamais les séances que tu n'aimes pas, tu vas toujours un peu te préserver, tu vois, c'est humain. Toi, comment tu arrivé à pallier à ça? Est-ce que les séances vraiment que tu détestais, tu les laissais de côté ou tu arrivais à te faire misère un peu? C'est vrai que c'est humain, on aime bien parfois être un peu, c'est comme ça, un peu. On est un peu aussi câblé pour chercher le confort et ça se retrouve dans l'entraînement. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, le niveau de performance a explosé en trail. Il ne faut pas oublier que le trail et l'ultra-trail, on a vraiment une notion de plaisir, contrairement à d'autres sports où on va avoir une notion de temps, donc de performance. L'objectif principal pour la majorité des personnes qui prennent le départ d'un trail, c'est de finir, c'est de trouver les solutions pour aller de large départ à large d'arrivée. Et donc, je pense qu'on peut vraiment s'auto-entraîner quand on a simplement un objectif de plaisir. Alors oui, tu l'as dit, il y a certaines séances qu'on va un peu s'arranger, mais globalement, il faut avoir un recul sur du macro, quoi, sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et si on sort 3, 4, 5 fois semaine en faisant à peu près quelques fractionnés, on va stimuler son corps, on va progresser, on va être capable de faire la course. Maintenant, si on veut jouer devant dans ce que j'appellerais même aujourd'hui de la surperformance, tous les éléments vont jouer et moi aujourd'hui j'ai compris que la charge mentale en est un des éléments et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'associer à un coach plus que pour la science de l'entraînement. Mais c'est vrai que la charge mentale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement de choses à prendre en compte, il y a tellement de critères que ça peut difficilement reposer sur les épaules d'une seule personne. Alors tu nous dis que tu n'as pas foncièrement changé l'ADN, la philosophie de l'entraînement. Néanmoins, est-ce que justement ce nouvel œil que représente Adrien, vous avez quand même essayé de rectifier ou d'optimiser certaines choses, de tenter des trucs aussi hein, si oui, concrètement, quelles sont-elles? Alors globalement sur la charge, dans la charge on va avoir le volume d'entraînement, donc le nombre d'heures qu'on fait par semaine et l'intensité, à quelle vitesse on le fait. Ça n'a pas changé, c'est à peu près ce que je faisais. Je monte sur des semaines qui vont aller jusqu'à plus de 20 heures de course à pied et puis 10-20 heures de vélo ou d'autres sports de renforcement musculaire. J'avais déjà beaucoup la philosophie de renforcement musculaire, préparation physique générale et spécifique. La philosophie qu'a Adrien aussi, donc on s'est très bien entendu. D'ailleurs, cet hiver, il me mettait 2 séances par semaine. Je lui disais, tu peux m'en mettre 4? Il dit, bon, ça va, j'aime bien. Après, là où il a vraiment joué un rôle, c'est de me freiner. Je suis tellement passionné par mon sport, par le sport en général, que j'ai tendance à vouloir y aller beaucoup plus que ce que j'en ai réellement besoin par rapport à l'objectif ou d'aller beaucoup plus par rapport à ce que mon corps est capable d'encaisser. Et souvent, je disais à Adrien, oh, je vais en faire un petit peu plus, on va pas en halogéner une. Et puis il me dit toujours, Mathieu, n'oublie pas quel est l'objectif, la saison va être longue. Si maintenant tu laisses trop de plumes, ça va être compliqué plus tard dans l'année pour les grosses courses qui vont arriver. Et il a vraiment joué ce rôle aussi de me freiner, ce que j'ai du mal à faire tout seul et ce que j'aurais probablement pas fait. Au moment où on se parle là, fin mai, j'aurais fait beaucoup plus de volume si je m'étais auto-entraîné. J'aurais peut-être déjà laissé quelques plumes qui m'auraient été bénéfiques pour la suite. Mais moi, je suis convaincu, et pour en avoir parlé à plein d'entraîneurs, que ce qui fait la force d'un athlète, c'est sa continuité dans l'entraînement. C'est-à-dire que je pense que ça a beaucoup plus de valeur de t'entraîner 5-6 ans sans interruption parce que tu t'es blessé. Évidemment, tu vas couper un peu l'été, l'hiver, après les saisons, mais sans interruption. Donc vraiment avoir des planifications d'entraînement qui sont très très longues. Les athlètes olympiques, ils s'entraînent avec l'Olympiade. Donc c'est des préparations sur 4 ans, tu vois, c'est par JO par JO. Et c'est beaucoup plus efficace que faire une saison où tu vas charger à bloc. Vaut mieux des fois réduire un peu la charge, mais avoir une grande continuité parce que c'est l'addition des kilomètres à travers les années. Et on en parlait même avec d'autres ultra-trailers qui nous expliquaient ça. C'est vraiment l'addition des kilomètres à travers des années, hein, même des coureurs qui ont eu la chance de courir à 11-12 ans. S'il y a des parents qui nous écoutent, mettre au sport son enfant très tôt, c'est un vrai cadeau que vous lui faites. Parce que tous ces kilomètres accumulés d'année en année, à la fin, c'est redoutable. Et c'est les forces des grands coureurs. Eliud Kipchoge, Kylian Jornet, leur élément commun, c'est qu'ils ont commencé tous très très jeunes et pendant très très longtemps. C'est pas d'avoir fait des grosses années de grosses charges. Ça a moins de valeur. Ouais, c'est la vision pérenne versus la vision court-termiste. Moi, je suis très inspiré par les athlètes qui ont des longues carrières pérennes. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est la gestion de leur entraînement, c'est la gestion de leur courbe de progression. La patience. Et c'est aussi la patience. Et
et la capacité à couper aussi. Et je parle souvent de discipline dans le sport, c'est-à-dire que on se lève le matin, on se pose pas de questions, quoi. Il pleut, il neige, je suis fatigué, non, j'y vais. Et parfois les personnes te disent ouais, mais quand tu es trop discipliné, tu es robot. Mais en fait non, dans la discipline, ce qui est le plus difficile, c'est de savoir couper aussi. Et ça, c'est difficile. Et savoir couper, avoir des semaines de régénération, voire des semaines complètes, voire des mois, souvent en hiver pour les trailers, on coupe totalement de la course. Ça, c'est de la discipline aussi. C'est ce qui va permettre d'être pérenne et d'avoir de longues carrières. Ouais, mais c'est une célèbre phrase dite par Nico, mais l'entraînement fait régresser, c'est la récupération qu'il faut progresser. Et elle peut paraître un peu simplette cette phrase parce que plein de gens ne la comprennent pas, mais c'est la réalité. Et surtout vous sur Ultra Trail, la problématique c'est que vous n'avez pas de grands championnats. C'est chaque saison en fait que vous rejoignez un peu tout par rapport justement à un athlète qui va faire les Jeux Olympiques. Il est capable 2 ans avant, non, ma priorité c'est les Jeux de Paris, ma priorité c'est les Jeux de Los Angeles. Et donc en fait forcément ils ont une vision beaucoup plus longue parce qu'il y a ce championnat fédéral national que vous n'avez pas. Tous les ans vous remettez votre compétition en jeu, vos titres en jeu. Donc c'est vrai que ça, voilà, c'est très piégeux. Alors tout à l'heure j'ai reçu Camille Bruas. Je lui ai demandé si elle partageait toutes ses séances sur Strava. J'aimerais te poser la même question parce que tu vois, j'ai un peu analysé aussi. Est-ce que tu partages tout ou seulement certaines choses? Est-ce que tu t'en sers aussi un peu pour impressionner, pour bluffer un peu tes adversaires? C'est quoi ton rapport à cette application? Parce qu'en ce moment, elle fait beaucoup parler d'elle, en bien comme en mal. D'accord. Alors écoute, Strava, moi je le vois comme un réseau social au même titre que d'autres réseaux. Maintenant, je trouve que partager la carte de où on est en tout temps, toute l'année, je trouve que c'est vraiment... moi, j'ai une sensation de rentrer dans ma vie intime et c'est l'unique raison pour laquelle je ne partage pas en tout temps mes Strava parce que j'ai pas envie que tout le monde sache où je suis toute l'année. Et donc, moi, je le vois plus comme un réseau social. À partir du moment où dans ma séance j'ai ramené une photo ou quelque chose à montrer, je vais le partager. Mais si c'est une séance que je qualifierais d'assez classique, un jog de 30 minutes ou un intervalle habituel où j'ai rien ramené à part faire mon entraînement, j'ai pas forcément envie de le partager. Donc c'est comme ça que je le vois. Ça va être des longues belles sorties où j'ai été inspiré par un paysage ou avec des amis où on a passé un bon temps. Et au même titre qu'on partage des belles photos sur Instagram par exemple. C'est comme ça que je le vois. Voilà. Et puis je veux garder un petit peu mon jardin privé par rapport à ma position géographique. Voilà. Donc c'est comme ça que je l'utilise. Et puis en plus, tu as des gens qui copient. Tu as des coureurs amateurs qui copient un peu. Je sais que sur marathon, il y a des gens qui se mettent un peu les mêmes séances que Kipchoge. J'imagine qu'il y a des gens, voilà, ça c'est pas du tout, ne faites pas ça, quoi. Ouais, moi ça me dérangerait pas. Après, c'est plus celui qui copie qui risque de se blesser parce que chaque plan doit être individualisé. Mais voilà, on reste quand même. On voit où on est en tout temps. Et tu regardes un peu ce que font les autres aussi, parce que c'est aussi un risque, tu vois, tu vois, on l'a vu, Kylian Jornet qui met un petit peu sa séance quelques semaines avant ses gammas avec son 42 km, un peu de répétition. Forcément, il y a aussi un côté de sortir les pecs et c'est normal, ça se joue aussi avant la course. Dans les sports de combat, l'avantage psychologique que va avoir le combattant face à son adversaire, c'est énorme. C'est énorme. On dit souvent que le combat il se gagne avant le match. Et j'imagine que sur Ultra, c'est aussi vrai. En plus, on a toujours l'impression d'être moins en forme. Tout le monde, c'est comme ça. On était malade, on pense au rhume, tout le monde en est pareil. On pense toujours aux séances qu'on a loupées plutôt que les séances qu'on a bien réalisées. Et forcément, si on voit l'adversaire qui a publié plein de choses, des trucs énormes, on a un rapport d'infériorité par rapport à lui. Et il y en a qui peuvent utiliser ça, quoi. Non, j'avoue que ça peut jouer mentalement de voir un athlète qui a fait de très belles séances. Maintenant, il faut le regarder dans le macro. Moi, à chaque fois que j'ouvre Instagram, j'ouvre Strava. Je vois une séance par-ci par-là, mais je ne prends pas la peine d'aller ouvrir le profil parce qu'il faut regarder pas qu'une séance, il faut regarder sur un programme d'entraînement pour une course, ça va être 2, 3, 12, 16 semaines. Je ne fais pas ça de regarder l'analyse globale. Et puis il faut savoir aussi que je ne pense pas que tout le monde met 100% de ses séances. Donc voilà, faut le prendre un petit peu comme un réseau social divertissant plus que quelque chose d'analyse profonde du niveau de performance de nos concurrents. J'ai jamais vu effectivement de séances loupées sur les Strava de grands champions. Et j'imagine que ça arrive quand même, parce que ça arrive à tout le monde. Alors, bon, du coup, j'ai bien fait de ne pas forcément me fier à ton Strava. Mais concrètement, si on veut mettre un tout petit peu les mains dans le cambouis, comment
si on prend par exemple une course comme l'UTMB, c'est juste pour prendre un exemple, mais comment tu peux nous décrire un peu comment tu structures ton programme d'entraînement, sur combien de séances par exemple va s'étendre une prépa type UTMB, on peut parler de la diagonale si tu préfères, combien d'heures par semaine tu vas consacrer, type de volume, d'intensité, comment tu vas un peu construire ton plan justement, si tu peux partager quelques insights avec nous. Bon, déjà, le plan, il ne se fait pas sur seulement 2-3 mois, mais il se fait sur plusieurs années. Moi, l'UTMB, j'ai commencé à le préparer dès 2017, peut-être l'UTMB de cette année, donc il faut voir aussi l'expérience, les années d'expérience. Et encore une fois, ce n'est pas un nombre de semaines ou de mois avant la course, c'est la globalité aussi de toute l'expérience qu'on peut avoir au niveau mental, au niveau de la capacité aussi à notre système digestif à encaisser des charges nutritionnelles énormes. À s'adapter aussi à des particularités qui vont arriver sur la course. Maintenant, de manière très concrète, moi j'aime bien avoir un programme d'entraînement pour préparer une course qui va durer entre 2 et 3 mois, 12 à 16 semaines. Et rien de très magique, une courbe de progression où la charge va augmenter, donc en termes d'intensité et de volume. Quelques petites semaines de surcompensation au milieu de tout ça pour laisser le temps au corps, comme tu l'as dit, de se régénérer pour réparer les briques qui ont été cassées dans les grosses charges d'entraînement. Ça peut représenter des semaines qui vont monter jusqu'à 40 heures d'entraînement, 30 heures de course et puis une dizaine d'heures dans d'autres sports, du renfo et du vélo essentiellement pour moi. Et voilà, c'est ce qui se fait pour une course. Et puis la période d'affûtage aussi, très très importante. Là, pour la première fois, grâce à Adrien, habituellement, je suis quelqu'un qui est assez anxieux par rapport à ça. Quand je coupe 10 jours avant, mon corps, je me sens pas bien, c'est trop bizarre, j'ai faim, j'ai commencé à avoir les jambes en coton, donc qu'est-ce que je fais ? Je vais courir pour essayer de retrouver des sensations et me rassurer. Mais là, j'ai décidé vraiment, c'est la première fois sur la maxi que j'ai fait un vrai affûtage avec un volume drastiquement réduit, ça m'a énormément inquiété. Mais regarde, j'ai eu des bonnes sensations et ça a bien fonctionné, donc je crois que c'est une vraie méthode qui fonctionne vraiment, de vraiment se reposer avant une course et de ne pas attendre le dernier moment pour faire du rattrapage. Mais ça, c'est 2 erreurs que font énormément de gens. Mais énormément de gens, mais même les athlètes professionnels. Et sur trail, mais moi j'étais surpris de voir que, c'est pas pour reprendre l'exemple de Kylian, mais lui il a aussi une vision très personnelle de l'affûtage, parce qu'il décharge très très peu et ça lui réussit, attention, c'est pas on voit ce qu'il a fait à Zegama et moi j'étais hyper admiratif, mais je lui ai posé la question parce que je cherchais à comprendre, parce que c'est vrai que l'affûtage c'est quand même hyper stratégique et encore une fois, je viens plus du monde fédéral, donc moi c'est vrai que le trail j'apprends aussi, c'est pas un monde que je maîtrise, j'assume, parce que souvent on me fait mais voilà, je suis pas un expert du trail, mais la physiologie humaine ça reste la physiologie, je connais le corps humain, je sais comment il fonctionne, un effort ça reste un effort, mais c'est vrai qu'il y avait peu de décharge, je l'ai constaté. Et je pense qu'il y aura des gros leviers de progression en gérant mieux ça. Il y a 2 erreurs généralement que font beaucoup de gens, même les coureurs amateurs, c'est de courir leur footing trop rapidement et de mal gérer la phase d'affûtage sur les. On peut ne pas s'affûter si on fait des compétitions intermédiaires, il n'y a pas de problème, mais si c'est des gros objectifs, là pour les JO, je peux te dire que l'affûtage c'est l'un des éléments les plus stratégiques de tous les athlètes. Donc intéressant de voir que ça se développe. Alors, il y a quand même une tendance. On le voit, les plans d'entraînement sont de plus en plus intenses, avec des charges, des volumes de plus en plus forts. Ça, c'est aussi l'augmentation de l'intensité qui fait qu'on doit en faire toujours plus. Justement, toi, comment parce que le risque associé à tout ça, tu l'as dit, c'est le risque associé à une charge intense, c'est la blessure, c'est le premier risque. Comment tu arrives justement, toi, à monitorer un peu ton entraînement ? Comment est-ce que tu arrives à quantifier tout ce stress que tu vas faire ? Parce que l'enjeu, c'est de quand même se donner le meilleur de soi-même. C'est le pic de forme, d'aller vraiment. Il faut voir l'image d'un pic, on est au sommet. C'est d'être au sommet, d'être au pic. Mais si on va à droite, à gauche, mais c'est toujours. Voilà, parce qu'il faut quand même. Tu restes un athlète de haut niveau. Comment tu arrives à bien jauger ça et à ne pas dépasser les limites ? C'est la très bonne question à $1 million que tout le monde aimerait connaître la réponse. Mais en fait, je crois que c'est un juste équilibre entre la théorie et la pratique, entre la théorie et l'expérience. C'est sûr qu'on peut écrire le plus beau plan du monde théorique, mais ça reste que c'est un quotidien, on est tous différents, on a tous des charges de stress différentes en fonction de nos vies, de nos travails, de nos familles, de nos amis, de nos contraintes personnelles, de nos projets, j'en passe. Je crois que la clé réside dans la capacité à s'écouter, à comprendre son corps au moment où on se réveille le matin. Vraiment ne pas faire fi des sensations qu'on peut avoir et d'adapter la théorie aux sensations du jour. Et ça, c'est vraiment une clé, de ne pas faire coûte que coûte ce qui était prévu, mais de l'adapter
et ça va faire une énorme différence. Moi aujourd'hui, chaque matin j'ai 1 heure tu vois dans le réveil où je fais quelques exercices de mobilité, où je bouge, je vois mes sensations. Je confirme aussi avec ma montre maintenant, je dors avec, donc je sais tout de suite quand j'ai des mauvaises sensations, je regarde mon montre et je regarde la VFC de la nuit, la variabilité de la fréquence cardiaque. En général, elle est assez corrélée. Et ce jour-là, c'est d'adapter. Alors de ne pas y aller du tout, de réduire peut-être le nombre de fractionnés, d'intervalles qu'on avait prévus, de réduire le nombre d'heures sur la séance pour ne jamais aller dans la blessure, parce que aujourd'hui, moi je suis dans une philosophie de vaut mieux être capable de s'entraîner 365 jours par an, un petit peu moins, que 200 jours par an et 100 jours un peu mal, un peu blessé, un peu malade. Voilà, moi je pense qu'on a plus à progresser, à s'entraîner un petit peu moins tous les jours, toute l'année. Et qui va nous donner aussi une carrière plus pérenne sur plusieurs années que de vouloir coûte que coûte suivre la théorie et de se blesser et d'avoir des périodes de perte. On va se projeter un petit peu plus loin dans ta saison 2024. Tu as annoncé récemment ta participation à la Diagonale des Fous. Tu en as fait un de tes temps forts. Mais tu n'es pas sans savoir qu'il y a une petite course autour du Mont Blanc entre-temps. J'imagine, tu as laissé planer le doute quand même sur ta participation. Voilà, est-ce que tu as pris une décision ? J'imagine qu'avec cette victoire à la Maxi Race, ça a dû te donner des petites idées quand même. Alors c'est sûr que la victoire à la Maxi Race met du baume au cœur et de la motivation pour reprendre l'entraînement bientôt. Maintenant, tu l'as dit, mon objectif principal de l'année reste la Diagonale des Fous. C'est une course mythique dans le circuit et moi, elle me tient particulièrement à cœur parce que voilà, j'aime les insulaires, j'ai grandi dans les Caraïbes, j'aime l'esprit des îles. J'ai déjà eu la chance de courir plusieurs fois en Martinique et en Guadeloupe et il y a quelque chose, il y a une énergie dont je me nourris qui est énorme et que j'ai su retrouver aussi à l'île de la Réunion. Je me suis rendu sur place 2 fois pour diverses raisons. Je n'ai pas pu prendre le départ de la Diagonale des Fous. Donc il y a quand même une petite frustration qui s'est immiscée en moi et je veux vraiment prendre le départ de cette course et je veux vraiment la respecter. Or, cette course arrive en octobre, en fin de saison. On est souvent assez cramé. Et pour moi, la respecter, c'est essayer d'arriver au top de ma forme. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer avant ? C'est comment optimiser, choisir les bonnes courses pour pouvoir arriver au top de ma forme à la Diagonale des Fous. Cette course autour du Mont Blanc, on le sait tous, elle est difficile sur le plan physique, mais elle est difficile aussi sur le plan émotionnel et cognitif, mental avec toute la sollicitation médiatique qu'il peut y avoir autour. Donc voilà, ça sera un choix en fonction de mon niveau d'énergie, de mes sensations que j'aurai à l'entraînement cet été, si je prends le départ ou pas de cette course. Mais si je ne prends pas le départ de cette course, ce n'est pas grave. Il y aura d'autres éditions les années d'après, mais je ferai quand même un ultra pour me préparer à la diagonale. Voilà. Donc là, quand même, si je comprends bien, il y a quand même les pourcentages de chances de te voir sur l'UTMB sont quand même plutôt réduites. Si je comprends bien. Tout dépendra J'exclus pas, mais tout dépendra de mes sensations cet été. Il faut vraiment que la boule de feu dans mon ventre soit énorme pour pouvoir prendre le départ, parce qu'il va falloir que je garde des plumes pour la diagonale. Mais de toute façon, là, on en revient à ce changement de paradigme avec l'augmentation de la densité. Je pense qu'enchaîner les courses comme on l'a fait, Western States, UTMB, Diagonale des Fous, c'était possible fut un temps, mais que maintenant, ça va devenir de plus en plus compliqué parce qu'il y a un tel niveau que faut pas se mentir. Ce qui était possible de faire, on valorisait beaucoup ces trios, ces machins, mais ça va devenir de plus en plus rare, c'est évident. C'est vrai qu'un ultra à bloc à 110%, c'est pas comme un ultra à 90%. On y laisse beaucoup plus de plumes. Et il y a trop de densité par rapport aux années 2010, 2015 où avant, il y avait quand même moins d'adversité. Là, faut être à 110%, donc c'est juste pas possible. Donc ça, je pense que c'est des choses qu'on verra. Puis un mois et demi entre les deux courses, faut être très efficace dans la récup et voilà. Alors justement, parlant de la Diagonale des Fous, on sait que c'est un parcours extrêmement exigeant, avec des conditions climatiques parfois redoutables. C'est un profil de course très différent de celui de l'UTMB, beaucoup moins roulant. Toi, tu es un coureur très polyvalent, on le sait, doté de très belles qualités de vitesse. La Diagonale des Fous pourrait te faire sortir un peu de ta zone de confort, à l'image d'un Jim Wemsley, où vous avez vous avez vos qualités et vos défauts, mais vous êtes quand même des profils assez proches. Penses-tu être tout à fait capable de performer aussi bien sur la Diag que sur un UTMB, ou est-ce que tu estimes qu'il faudra que tu t'adaptes davantage à la technicité du parcours ? Alors c'est vrai que sur les 2 dernières années, peut-être le fait d'avoir participé à des courses de route laisse penser à certaines personnes que je suis un profil plutôt terrain peu technique, rapide, mais il faut savoir que c'est tout le contraire. Moi, mon école, ça a été les terrains ultra techniques, notamment au Québec. Il me semble que tu y es rendu pour une course et si tu as baladé dans les sentiers, tu as peut-être vu que c'était ultra technique, très boueux, très rocher, très compliqué.
Je l'ai dit tout à l'heure aussi, mais j'ai couru sur des îles où tu avances aussi avec les mains pour t'accrocher avec les branches pour pouvoir avancer. Parfois, tu rampes aussi. Donc, l'ultra technique et les conditions difficiles de chaleur et de froid, c'est quelque chose que j'aime bien, que j'apprécie et je pense que ça répondra aussi à quelques aptitudes que j'ai cette course. Donc, voilà, j'ai hâte j'espère pouvoir m'y confronter, d'avoir la chance de m'y confronter cette année. Et voilà, j'ai la possibilité de bouger pas mal en ce moment. En face de là où j'ai établi mon camp de base, il y a le parc des Écrins qui est ultra technique aussi, avec des roches dans tous les sens. On peut avoir du très froid en haut, du très chaud en bas dans les vallées, donc un terrain adapté. Et voilà, donc je mettrai toutes les chances de mon côté pour m'y préparer correctement. Alors moi, je te range pas dans la catégorie des coureurs très rapides parce que je te vois en descente et je te vois en montée. Et sur les descentes, je sais à quel point tu es extrêmement efficace. Donc voilà, je suis pas tombé dans cet écueil, mais c'est quelque chose qui se dit souvent. Et quand on parle un peu, mais même là, la Maxi Race, je vais être honnête, j'ai parlé quand même avec beaucoup de... pas forcément les coureurs amateurs, mais les team managers, les machins, et beaucoup de gens te voyaient en difficulté sur ce parcours. Donc ça me faisait sourire. Donc voilà, moi j'ai aucun doute que tu saches très bien t'adapter. Par contre, l'une des particularités de la Diagonale des Fous, et c'est là où quand même je me pose plus de questions, c'est que c'est interdit au bâton. Et je sais que tu es quand même l'un des coureurs qui maîtrise le mieux cet outil. Tu les utilises même efficacement en descente, ce qui se faisait quand même très rare avant toi. Tu es quelqu'un on parlait un petit peu des gens qui cassent un peu les codes. Toi aussi, c'est quelque chose que tu as apporté. Tu dis, voilà, cette capacité d'utiliser les bâtons un peu partout, tu les optimises vraiment à fond. Et là, la Diag, c'est interdit. Est-ce que tu penses que courir sans bâton, ça va être un enjeu pour toi ou c'est pas un sujet? Voilà, ça t'inquiète pas plus que ça. Écoute, on est tous sans bâton. Alors c'est sûr que j'ai aussi, dans mon passé, fait des sports qui ont fait que j'ai développé un petit peu plus mon haut du corps qui me permet de pousser fort sur les bâtons. Maintenant, quand je regarde les plus grands athlètes qui sont passés sur la Diagonale des Fous, c'est des athlètes qui ont pour habitude aussi d'utiliser les bâtons en hiver ou sur d'autres courses ultra-trail et qui ont réussi à faire cette diagonale sans les bâtons. Alors bon, pourquoi pas moi? C'est vrai que tout le monde ne les aura pas. Après, c'est vrai que... Bon, après, si tu as des habitudes, c'est sûr que si tu es très habitué, on peut être dépendant aussi de certains outils. Comme les coureurs sont dépendants des fois de leur montre, ça peut être compliqué sûr, mais aussi. Après, voilà, on s'y adapte aussi. Et Tu vas être forcément, cet été ouais. à l'entraînement, il va y avoir beaucoup de séances où les bâtons resteront dans le placard. Bon, merci beaucoup. Mathieu, écoute, ça a été un plaisir comme à chaque fois. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Encore bravo pour ta course. Pour bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver dès vendredi prochain sur les capsules du mois de juin puisque tu vas participer à un programme avec nous. Ne le loupez pas parce que vraiment, moi, j'ai appris énormément de choses. C'était hyper intéressant. Donc, rendez-vous dès juin prochain. Bonne suite de ta préparation pour la Diagonale des Fous. Merci infiniment à Iron d'avoir rendu cet échange possible. Partenaire de la Maxi Race et puis aussi partenaire de plein de courses. Voilà. Iron est un acteur qui contribue énormément à la bonne santé économique et la visibilité de ce sport et on les remerciera jamais assez. Je sais aussi que tu es ambassadeur de cette équipe. Je tenais encore à le rappeler parce que voilà, c'est important. Merci beaucoup Mathieu, que des belles choses pour la suite et hâte de te revoir courir sur les sentiers de la Réunion ou peut-être de Chamonix, qui sait. Merci beaucoup, à bientôt.